Sujet data. Sujet data. Sujet data, la data au service de la personnalisation. Ok, là on parle de sujets bien liés à Deezer. Encore un peu plus fort, Louis tape sur la table Ouais. un peu plus fort. Je vois... La régie me dit que je tape trop sur la table. Non, c'est vrai, moi je trouvais ça évidemment ultra pertinent qu'on discute de ça. Je pense que c'est au cœur évidemment du produit en général. Énormément de sociétés se disent c'est vrai que j'ai accès à énormément de données, je ne sais pas comment l'utiliser. Vous, ça doit être au cœur, j'imagine, d'un peu de votre stratégie. En tout cas, quand on pense Deezer, on se dit ok, ils ont énormément de données, énormément d'utilisateurs. Comment je l'utilise, comment je peux l'optimiser et du coup comment je peux éventuellement innover à la fin. C'est vrai qu'on a vu sur ces dernières années, il y a eu pas mal de features chez Deezer, mais également voilà, chez les concurrents sur des services de personnalisation. Évidemment, j'ai envie de citer Flow, qui est une de vos dernières grandes créations. Comment... J'ai vu un... Dernière, non, ça fait quand même un moment qu'on l'a... Ça fait 10 ans. Ça fait combien de temps? 2015. Ouais. C'est pas vrai, Ouais. mais alors, attends, mais moi je n'avais pas... Non, On l'a un peu mis en avant, on l'a rebrandé, puis Il a on a été ajouté rebrandé. les moods, on le fait Ouais. un peu. Mais ouais, Voilà, moi c'est le 2015, sujet des ouais. moods justement qui est... Alors du coup, je suis busted. Il essaie de se rattraper Je- là. Il en Non, sort. mais raccroche aux busted, branches. je ne suis pas utilisateur Deezer, je suis navré. Mais du coup, ouais, ce système de mood, en fait, ça fait partie de mes questions que j'avais pour la suite. Quand on a énormément de données, on essaie de comprendre qui est ton utilisateur, mais là où je trouve ça intéressant, enfin, quand je me suis un petit peu renseigné évidemment en préparant un petit peu l'émission, il y avait effectivement ce système de mood, de comprendre quelle est l'humeur en fait de notre auditeur pour savoir quoi lui pousser. Comment on fait en fait pour aller aussi loin dans la data quand on construit le produit? Je sais pas si TPM, Alexandra, ils ont un data analyst, un data scientist, un data ops peut-être en... Est-ce que c'est des trinômes? Est-ce que voilà, comment ça se passe au niveau de l'orga? Ouais, ils ont tout. Ils sont Gucci. Non. D'ailleurs, dans ton post, tu disais bravo au PM, mais en fait, le PM n'est vraiment pas tout seul. Il a effectivement une vraie équipe de data scientists derrière qui créent les algos. Ils sont à peu près 5-6 personnes à bosser dessus quotidiennement. Ce sont vraiment des magiciens. Ok. Il y a plein de mécanismes qui sont mis en place pour justement collecter la data, collecter les comportements, les usages, etc. Et permettre de construire des algos toujours plus puissants par ces équipes-là, et des équipes R&D aussi qui travaillent beaucoup à la compréhension de l'usage et de la consommation de la musique par les utilisateurs. Non, j'allais rebondir sur les équipes R&D, Ouais. R&D, data science, recommandations qui sont très très doués, qui sont hyper brillants dans leur domaine et qui sont dans des conditions de travail, je pense, qui sont intéressantes. La reco, pas mal. Les équipes R&D sont des vraies équipes R&D à qui on laisse le temps de chercher, le temps d'écrire des papiers sur des choses où on sait pas quand ils démarrent si on en sortira quelque chose, mais c'est pas le but, c'est creuser plein de choses. Et quand ils sortent quelque chose, par contre, ça claque pas mal, quoi. Et alors quoi, par exemple? Leur dernier gros succès, qui était, il va peut-être être un peu vexé parce qu'ils répètent souvent que technologiquement c'était pas le plus incroyable, ils auraient utilisé des choses existantes. Splitter, quand on a réussi pendant quelques mois, donc on n'a pas pu le sortir à tous les utilisateurs parce que légalement c'était compliqué. Mais la possibilité de splitter par instrument tous les morceaux du catalogue Deezer, qui nous a permis de faire une application karaoké où, au lieu d'avoir à acquérir des musiques sans paroles, on pouvait prendre n'importe quelle chanson dans le catalogue, enlever la voix et on avait une application de karaoké. Et donc ça, évidemment, quand ils partent, ils voient qu'il y a un intérêt, mais légalement on sait qu'on peut pas y aller, c'est pas grave, on y va, on rigole un peu. Tu parlais des moods tout à l'heure, les moods des utilisateurs, c'est pas quelque chose qu'on a craqué parce qu'au final on leur demande. Mais par contre, on a cette équipe R&D qui un jour va dire, en fait, nous on va être capable de vous donner des moods de la musique, ce qui n'est pas évident si on se remet ne serait-ce qu'il y a 5 ans, quoi. C'est tel mood, quand on parle de 90 millions de titres, c'est quel mood, quel track, c'est un peu... faut aller le faire, quoi. Ok, et alors du coup sur ces sujets d'innovation, alors je comprends bien qu'il y a cette équipe, mais l'idée vient d'où en fait? Est-ce que c'est eux qui font un benchmark mondial, j'ai envie de dire, sur les usages de demain et du coup poussent au produit des nouvelles idées, ou bien c'est vos PM et UX designers qui voient des besoins chez les utilisateurs et disent
à l'équipe R&D, tiens, on a identifié qu'il y avait un pain là-dessus, donc faites de la R&D sur ce sujet-là. C'est un peu des deux. Ok. C'est un peu des deux, c'est-à-dire que il va y avoir les besoins qui vont être remontés de la part des utilisateurs, de la part de la user research qui va dénoter des grandes tendances, etc., des tendances aussi sur le marché. Et il y a aussi tout le côté innovation où ces équipes-là, reco, data scientists et R&D qui vont effectivement innover et proposer des choses et sur lesquelles nous, en tant que PM, en tant que product designer, on va surfer et on va dire ok, c'est chouette, tiens, faisons ça, mettons-le en place, on le package, on fait la petite solution qui va bien autour et on essaie d'en faire quelque chose en fait. Ça part vraiment des deux côtés quoi. Et même de la tech aussi qui peut et énormément d'ailleurs inspirer pas mal de choses. Ok. Ouais. C'est pas juste le PM qui va venir, qui va dire il faut faire ça. Non. C'est vraiment la beauté du truc, c'est que. On a dû sortir un petit jeu ce soir là. Ouais. On en parle. Je sais pas si c'est en prod. Ah. Mais pareil, l'équipe recommandation qui a travaillé sur un petit jeu inspiré de Semantics ou de Wordle qui va permettre de rechercher des artistes et par similarité essayer d'atteindre l'artiste qu'il fallait deviner. Ok. Je sais pas si c'est en prod, on va regarder en sortant. Il y a une petite gamification en cours, c'est ça un peu, vous tentez là-dessus, ça fait partie des grands sujets un petit peu parce que comment est-ce qu'on se réinvente aussi, moi je me suis toujours demandé, on est dans une industrie où, alors je pense que de l'extérieur on se dit toujours comment cette industrie peut se réinventer et au final il y a toujours un acteur qui arrive pour un peu casser les codes ou bien en tout cas il y a quelque chose, il y a une innovation un peu disruptive à un moment. Vous sentez que vous y arrivez, comment ça se passe, que tu disais qu'on n'a pas du tout de roadmap, c'est-à-dire que est-ce que cette équipe R&D elle pense quand même, tu vois, à 5 ans, à 10 ans, est-ce qu'on essaie un peu quand même de trouver des vrais nouveaux usages? Je veux dire, la gamification c'est chouette, mais est-ce qu'il y a des choses profondément nouvelles qui peuvent émerger Oui, c'est pour ça qu'on faisait un atelier de Product Vision là ces derniers temps. Parce qu'on n'a pas de roadmap, mais on a quand même besoin nous de réfléchir et de penser, de out of the box en fait, et de se dire ok, ça va être quoi les usages de demain, c'est quoi les usages aujourd'hui des jeunes générations, etc. Où est-ce qu'on peut amener le produit, le tirer vers davantage d'innovation, vers des expériences toujours plus folles, toujours plus différenciantes par rapport à la concurrence. Aussi s'inspirer du marché et juste de l'environnement que l'on a, parce que finalement, quand on travaille chez Deezer, on est vraiment ancré dans la vie de tous les jours et dans les usages qui touchent plein de domaines, le e-commerce, tout ce qui est uberisation. Tous ces trucs-là, en fait, ça inspire des mécaniques et des usages bien particuliers et qui nous inspirent quotidiennement. Parfait. Oui, exactement. Oui. On a une question du chat de Remduf qui demande quand on a des données sur les utilisateurs, des artistes qui veulent se faire connaître et qu'on est Deezer, est-ce qu'on veut se positionner en régie et vendre du temps d'écoute, de l'exposition à ces artistes? Sachant que même, par exemple, je crois que Twitch a une fonctionnalité qui va potentiellement bientôt sortir, c'est on peut se mettre en avant en payant et du coup pour avoir plus de followers, pour avoir plus de temps de vue. Est-ce que c'est quelque chose qui peut se faire côté Deezer? Est-ce que c'est une idée, une envie qui... Si vous voulez y répondre après, ça peut être Joker. On y pense forcément. De toute façon, on pense à tout. Les trucs les plus machiavéliques et les plus mauvais, on pense à tout. Cool. Mais c'est pas enregistré rassurant. devant quelqu'un. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on se pose des questions et après on en parle et on réfléchit à ce qui est bon pour l'utilisateur. Avant tout, parce qu'on travaille pour nos utilisateurs. Donc c'est des questions qui se posent. Par contre, on n'est pas des grands fans. Aujourd'hui, on a très très peu. Quand on parle de données utilisateurs, on va parler de consommation et d'usage de musique, on va pas chercher beaucoup plus loin que ça, et on a vraiment une tendance, je veux pas mentir, donc je veux pas dire de bêtises, mais on utilise ça en interne, on le monétise pas, et on partage des informations avec ce qu'on appelle les content creators, donc les labels. On leur partage des informations sur la consommation parce qu'à la fin il faut quand même rémunérer les artistes. Mais on ne monétise pas les données utilisateurs avec les créateurs de contenu. Ok. Cool. Vas-y. Non mais en fait j'ai vu un tweet, c'est marrant, mais aujourd'hui d'un ami qui l'a retweeté, qui disait le tweet c'était selon toi quels réseaux sociaux en dit le plus sur une personne, et la réponse en fait c'est Spotify, mais on va dire en tout cas ton service de streaming. Je trouvais ça déjà très marrant parce qu'on avait l'émission de ce soir, mais est-ce que vous de votre prisme là vous vous dites
vu toute la donnée qu'on a, on parlait de mood, on parlait des user journey, enfin on connaît cette journée, je veux dire tel utilisateur, on peut savoir ce qu'il a vécu, un petit peu quel est son train-train quotidien, et on connaît son mood, donc c'est un peu quel est cet utilisateur-là, à quel point vous vous en rendez compte et à quel point vous jouez dessus en fait par rapport aux innovations, par rapport à la construction de vos produits, la construction des features. Est-ce que vous allez à un niveau de détail, est-ce que vous prenez plutôt des masses d'infos, ou est-ce que parfois vous allez un peu à un niveau micro et vous dire ok, on a quand même ce type de persona-là qu'il faut étudier parce que ils nous inspirent, on les connaît pas encore assez. Est-ce que vous allez à ce niveau de détail là? On a autant de millions d'utilisateurs, enfin de profils que d'utilisateurs. Ok, bon. C'est-à-dire que là, ici, on est tous très différents en fait. Donc c'est pour ça qu'on essaie de faire de l'ultra personnalisation parce qu'on peut pas justement dire on va prendre 1 million de personnes et les mettre dans un segment, etc. On essaie d'être très très proche de chacun d'entre vous et de vraiment correspondre. Voilà. Par exemple, il y a des choses qu'on ne fait pas, vraiment, on ne traque pas forcément les contextes, donc on ne va pas savoir exactement comme Google, vous étiez à tel endroit, etc. Okay. Par contre, effectivement, sur la base du BPM, enfin, de tout un tas d'informations, on peut dire ah bah là, il était en mode dépressif, ou là, il était en mode joyeux, en train etc. de courir, en train de... Là, il était bien bourré. On peut faire ce genre de choses, mais on n'a pas vraiment tout le contexte comme pourrait l'avoir une autre app qui va traquer au millimètre près le parcours de l'utilisateur. Ça, c'est pas... T'as dit un mot, ultra personnalisation. Oui. Du coup, ce qui fait que... Quand est-ce qu'on en arrive à l'ultra personnalisation au niveau de la donnée? Est-ce qu'un nouvel utilisateur fraîchement inscrit peut déjà avoir de l'ultra personnalisation? Du coup, est-ce que vous avez des socles de personnalisation, en gros une échelle de personnalisation, et d'abord on a le socle de base, on ne connaît pas l'utilisateur, on va lui proposer ça. Après, globalement, il a écouté 1 ou 2 heures de certaines musiques, typologie de musique, donc on va lui proposer un peu plus ça. Et le power user qui éclate tout et qui est tout le temps sur toutes les musiques, qui met en favori, qui fait des playlists et ainsi de suite. Là, vous savez exactement ce qu'il aime, et donc là, vous faites vraiment de l'ultra personnalisation. Du coup, est-ce que vous avez cette échelle-là? J'ai vu des oui, du coup, je suppose que oui. Non, je voulais juste te dire ce à quoi je pensais. Je pensais effectivement ce qu'a pu changer Marin sur à quel moment on arrive à déclencher le flow pour les nouveaux utilisateurs, et le fait qu'on a un onboarding qui permet de collecter de l'information au début. Oui. Ouais, effectivement, dès le départ, en fait, on essaie d'en savoir un petit peu sur vous parce que on n'a pas envie que vous arriviez sur un service et que vous disiez mais pourquoi on me présente Johnny Hallyday par exemple, alors que je suis plutôt YouTube. Parce que c'est génial. Ouais. Donc voilà. Patrick Sébastien dans le chat. Ou Patrick Sébastien. Non, enfin l'idée c'est déjà de prendre de l'information sur l'utilisateur dès les premiers moments. Donc on a effectivement, comme le disait Wunsch, un onboarding artiste qui nous permet en fait déjà d'avoir 2-3 idées de quels sont vos goûts et de construire une expérience par rapport à ça. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que plus vous utilisez le produit, plus on vous connaît, plus l'algo vous connaît, et plus il est capable de vous proposer des choses qui correspondent à vos goûts, à vos envies, à vos émotions du moment. Et on veut davantage aller vers ça parce que finalement... c'est ce qui marche le mieux et c'est ce qu'on a envie en tant qu'utilisateur en fait, d'avoir des choses qui nous correspondent. Et j'ai du coup une question par rapport à cette ultra personnalisation. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui vont partager leur compte avec, même si c'est de manière illégale, je pense. En tout cas sur Netflix c'est le cas. Du coup peut-être que je fais un amalgame, mais comment est-ce que vous gérez ça finalement quand vous avez 2-3 personnes peut-être qui sont sur un compte? Il y en a un qui va écouter du Disney et l'autre qui va écouter du rap US. pété. Du coup, l'expérience, on est d'accord qu'on ne peut pas... On ne fait rien pour eux. On ne peut pas proposer une expérience qui soit cohérente? Ou est-ce que vous voyez qu'il y a en fait deux chemins de personnalisation parce que... Non, je pense pas. Enfin, je voudrais pas parler à la place des équipes qui savent mieux, mais ça va être très dur de voir qu'il y a deux comportements complètement différents. Sur des comportements normaux, c'est beaucoup plus gênant pour les parents qui utilisent leur compte pour mettre de la musique à leurs enfants, où eux ils ont un usage tout à fait normal du produit et qui se retrouvent avec des personnalisations qui sont compliquées. On en parle, on cherche des alternatives à comment sortir ça. Des profils, des choses comme ça. Mais voilà, on a déjà famille avec les profils. Après, pour les tout petits enfants, c'est dur de leur demander d'avoir un profil dédié et de prendre un compte famille pour des parents qui vont bercer leurs enfants. On a évoqué plein de trucs, on a se mettre en mode fantôme, se mettre en mode... on pourrait imaginer des choses.
Mais l'idée n'est vraiment pas de les aider. Hein. Ouais, c'est ok. C'est On va faire une expérience pour vous, Ouais, pour non, que vous partagiez votre compte. S'il y en a un qui écoute Jul et l'autre qui écoute Johnny Hallyday, effectivement, on pourra rien faire pour eux. Enfin, celui qui c'est voilà. On a une question de Tawan qui demande des stratégies data autour du KYC au sein de l'équipe produit, à part la reco, personnalisation et gamification. Je n'ai pas compris la question. Ouais. Kawaii ici Know your customer. Le Know Your Customer. Ah oui, pardon. Est-ce que vous avez des stratégies data autour du KYC, enfin KYC, au sein de l'équipe produit, à part la reco, personnalisation et gamification? Je ne peux pas dire plus. Oui, non, je crois que c'est le Kawaii ici, on était déconnectés là, tu vois. Complètement sur le banc. Ouais. En fait, on connaît, enfin, la base chez Deezer, c'est de connaître l'utilisateur, en fait, parce que justement, à chaque fois que vous faites un like, à chaque fois que vous streamez quelque chose, on vous connaît un petit peu mieux. Ouais. Au-delà de la gamification, au-delà de tous les gameplays qu'on peut mettre en place, il y a plein de choses sur lesquelles on est en train de réfléchir. On va donner la clé du succès de Deezer demain, mais effectivement, on explore un peu tout ce qui est aussi nouvelles technologies, tout ce qui va nous permettre d'avoir encore plus d'interaction avec l'utilisateur, d'avoir aussi des signaux de sa part, en fait, parce qu'au final, on a besoin que l'utilisateur nous informe. De l'autre côté aussi, il y a ce besoin-là, d'un point de vue utilisateur, d'être un petit peu rechallengé aussi dans sa zone de confort, c'est-à-dire que au lieu de tourner en rond tout le temps dans sa propre bulle, dans son univers, etc., il y a aussi ce besoin de venir pousser certaines choses, nous, notre côté, qu'on pense pouvoir vous satisfaire. Donc il y a double mécanique, il y a le Know Your Customer pour vous conforter, mais il y a aussi le côté, le petit coup de pied dans le tibia pour vous réveiller et vous faire découvrir d'autres choses aussi et ne pas vous endormir, en fait. Ne pas devenir boring, quoi. Ouais. Et ça, c'est une question que je me suis posée, justement. C'est vrai qu'avec les mix comme ça que vous pouvez proposer avec le flow, etc., avec toutes ces problématiques-là, le but, c'est aussi de faire découvrir de nouvelles musiques. Moi, la question que j'ai au sens large, c'est... que veulent vraiment finalement vos utilisateurs à la fin? Est-ce qu'ils sont loyaux? Est-ce que vous le savez? Est-ce que vous vous dites, ouais, là, ça fait 4 ans, 8 ans que je travaille chez Deezer et ça y est, j'arrive à comprendre ce qu'il faut qu'on mette en place pour arriver à garder les consommateurs? C'est leur apporter des nouveaux produits, c'est leur apporter ce qu'ils veulent. Voilà, sur quel aspect ça se situe? Ça rejoint peut-être la question tout à l'heure sur le KPI que vous suivez vraiment pour performer. Je ne sais pas si vous voulez en parler ou pas, mais... Ils sont quand même très 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 différents. Il y a des comportements vraiment, mais on a des personas et il y a aussi des différences entre les anciens. Tu parles on est là depuis longtemps. Ouais. On a aussi des utilisateurs qui sont là depuis longtemps. Eux sont les utilisateurs sont très fidèles. On a beaucoup de gens qui sont opportunistes et qui vont venir parce qu'il y a une offre 3 mois et partir. On est tous comme ça. Enfin, peut-être pas tous. Ouais. Mais on a aussi des utilisateurs qui sont là depuis très très longtemps et j'ai l'impression que moi c'est les moins exigeants. Ils veulent avoir un vrai accès à leur bibliothèque, ils veulent facilement retrouver du contenu qu'ils ont collecté pendant des années, ils veulent que ce soit fiable, ils veulent que des fonctionnalités qu'ils ont aimées, même s'il n'y a plus que eux qui l'utilisent, pouvoir continuer à l'utiliser. Et ils trouvent ça injuste si on l'enlève. Et donc il y a toute une communauté très très fidèle au produit. Ok. Et du coup, côté développement, est-ce que tous les devs doivent être sensibles vraiment à la data, à la gestion de la donnée ou pas? En tout cas, les devs côté back, est-ce qu'ils vont devoir gérer tous des data lakes, savoir gérer un data lake globalement ou Non. Non, ils sont sensibilisés à quand ils vont amener une feature qu'il va falloir amener de la donnée avec pour qu'on puisse analyser les performances, comment ça fonctionne et même la qualité et les performances. Mais donc ça, c'est un travail avec data analyst, PM, développeur. Pour que ces données soient disponibles. Ensuite, on va avoir des équipes data analytics qui vont un peu plus creuser cette donnée. Mon souhait personnel, ce serait que chaque développeur maîtrise le contenu de ces data lakes et soit capable aussi d'aller chercher l'info. Pareil pour les PL, que tout le monde sache manipuler la data facilement. Ouais. Ok. Et peut-être une dernière question. Qu'est-ce qui fait une bonne personnalisation?
Qu'est-ce qui fait une c'est bonne loin, tu vois. personnalisation? Je pense que ouais, c'est très personnel. Il y a ce que je disais, en fait, il y a des personnes qui... En fait, il y a des personnes qui vont vouloir qu'on sache, avant même que eux sachent ce qu'ils veulent. ce qu'ils veulent. Voilà. Ah oui, j'ai toujours aimé cette musique en fait et c'est trop Ouais. bien. Ok. Ouais. Donc il y en a d'autres qui vont pas aimer ça parce qu'ils vont se sentir, avec Big Brother, là, Ok. Big Brother is watching me. Non, c'est assez divers. C'est toute la magie de travailler dans le B2C et dans une boîte comme ça d'entertainment, c'est que vraiment tu as des cas très particuliers, mais globalement, une bonne personnalisation, c'est vraiment quand tu cliques sur play et t'es en kiff direct en fait. Tu vois, c'est vraiment, on a été capable de t'apporter la track tu qui voulais. le matin va te mettre de bonne humeur, l'après-midi va te permettre de te focus, etc. Et on travaille toujours plus sur ça, sur le côté, dès qu'on leur propose quelque chose, c'est un cadeau. C'est une surprise, mais c'est un cadeau. On te ramène aussi à quelque chose de nostalgique. La nostalgie, ça marche super bien. Donc c'est à chaque fois le côté waouh, je savoure et ça me ramène à des émotions qui sont pures et qui sont qui me fait dire mais Deezer a su répondre à mon besoin du moment en fait. Du coup, les années 2000. Pardon. Voilà, c'était... Toi, Benjamin. Tu veux rajouter, Non, je peux pas faire mieux que ce que vient de dire C'est Alexandre. plus ça, du coup. Ok, très cool. Est-ce que vous aimez jouer? On va jouer. On adore ça. Alors, On adore ça, non? Alexandra. Non, je suis pas fun. Le fun, ce n'est pas pour moi. Jouons. Jouons? Vous êtes sûr? Non. Et bah, du coup, on va lancer l'Happy Hour.